Étoile de la mort, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Deux combattants se tournent autour dans un duel sous haute tension, à la manière des samouraïs. Dark Vador et Obi-Wan Kenobi le savent, ce sera leur dernière rencontre. Rien ne semble troubler leur ultime passe d'armes, à part ce bourdonnement. Même la musique grandiose de John Williams s'est tue. C'est le moment clé pour George Lucas qui forge ici sa lutte entre le bien et le mal. Pas de chorégraphie martiale, ni de variété de plans extraordinaires dans cette scène, mais juste ce son qui restera imprimé chez des millions de spectateurs dans le monde, tout comme le souffle menaçant de Dark Vador. Ce n'est pas un hasard si lorsque nous étions enfants, en rejouant les scènes de Star Wars, nous lions le geste au son auquel est attribué le célèbre sabre laser. Qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir créé un son si mythique que l'on reconnaît par simple imitation? Au-delà d'avoir créé un univers légendaire, George Lucas a d'abord su s'entourer de visionnaires qui ont impacté par leur travail tout un pan de l'industrie cinématographique. En 1975, George Lucas débute la production de son film The Star Wars. Il s'accapare les effets spéciaux qui sont déjà en train d'être imaginés dans un petit hangar par une petite équipe, il lui manque quelque chose d'important. S'il veut que Star Wars soit convaincant, il faut que le son des différents objets et véhicules qu'il a imaginés sonne vrai, fonctionnel et qui ont pu être construits dans une réalité. Plus spécifiquement, Lucas a imaginé Star Wars comme étant un used future, c'est-à-dire un futur où les objets et matériaux ont vécu peuvent être sales, cassés ou marchant à moitié, comme le faucon Millennium qui ne peut pas passer en vitesse lumière. Lucas veut donc pour son film un univers organique, à l'opposé des films de SF de l'époque. L'idée d'avoir d'ailleurs une bande de son déjà enregistrée, coutume de l'époque pour les studios, est très vite écartée. Si le réalisateur semble si sûr de lui, c'est qu'il a déjà expérimenté une nouvelle approche du son dans son court-métrage étudiant THX 1138 EB. Dans un futur dystopique à la Orwell où chaque homme est surveillé, Lucas nous raconte la fuite d'un homme. Mais ici, pas d'effets spéciaux, Lucas utilise simplement des conversations radio accélérées pour leur donner un côté futuriste. L'omniprésence du son rend la chose réaliste. Alors quand le projet étudiant devient sous l'impulsion de son ami Francis Ford Coppola un long métrage, George Lucas s'associe à Walter Murch, le créateur original du script. L'idée reste la même, céder du son pour créer un sentiment de réalité. Murch et Lucas vont sillonner Los Angeles pour trouver des sons qui pourraient correspondre, notamment pour la scène de course-poursuite. Un tunnel désaffecté, deux motos et une Formule 1 modifiée, comment faire pour ne pas rendre la chose ridicule et fake? Finalement, plusieurs décollages d'avions enregistrés deviendront le bruit caractéristique de la jet car, alors que des cris de femmes modifiés seront la signature des motos futuristes. Le tout marche parfaitement, même aujourd'hui. Malheureusement, Walter Murch n'est pas disponible pour aider George Lucas à façonner sa guerre des étoiles, aidant déjà Francis Ford Coppola dans son nouveau film sur le Vietnam, Apocalypse Now. C'est alors un coup de poker qui va mener le créateur de Star Wars vers un génie en devenir, un certain Ben Burtt. Benjamin Burtt Jr., plus connu sous le nom de Ben Burtt, né en 1948, vient tout juste de sortir de l'USC, une école de cinéma en Californie du Sud, où il a obtenu une maîtrise en production cinématographique. Il se fait vite remarquer par l'institution, car on lui confie de cataloguer toute la phonothèque de la Columbia qui a été offerte à l'école. Ben Burtt découvre des milliers de sons, bruitages et trouvailles sonores utilisés lors de l'âge d'or d'Hollywood. Avec ce bagage, il commence à faire des extras dans l'édition du son, comme pour le trailer du film Death Race 2000. Lorsque Gary Kurtz, le producteur de Star Wars, appelle l'école à la recherche de la perle rare, on lui indique tout naturellement de contacter le jeune homme. Kurtz lui demande alors de trouver un son satisfaisant pour un personnage du nom de Chewbacca. Mais avant de commencer ses recherches, Ben Burtt jette un coup d'œil au script de ce film de science-fiction. Le jeune homme se rend compte immédiatement du potentiel des personnages et de certaines situations et demande alors de travailler sur d'autres sons décrits dans le script. Gary Kurtz confirme et lui fait alors rencontrer George Lucas qui n'y va pas par quatre chemins. Tiens, prends ce microphone et cet enregistreur, prends un an et va trouver collecter tous les sons que tu penses intéressants.
Avec un studio Nagra, un enregistreur de 5 kg qui faisait presque mieux qu'un studio de l'époque, Ben Burtt va collecter différents sons organiques. Dans les zoos, fermes ou même dans la nature, voire dans les installations militaires. Ben Burtt va s'inspirer des concept art dessinés par Ralph McQuarrie pour commencer à imaginer quel son conviendrait à quel personnage. En un an, Ben Burtt réussit à trouver la plupart des 200 sons qui composent le film. Parfois même par le plus grand des hasards, comme lors d'une balade avec son père. En passant près d'une antenne, son sac percute les câbles métalliques qui tiennent l'édifice, obtenant un bruit très caractéristique. Il reviendra plus tard avec son enregistreur et un marteau pour obtenir le bruit mythique des lasers. Mais la plupart de ces trouvailles sont aussi le fruit d'un travail acharné. Car le jeune homme veut aller plus loin que Walter Murch dans la conception du son. Il ne suffit pas juste de l'enregistrer, mais aussi d'y adjoindre d'autres tonalités pour créer un bruit familier et en même temps nouveau. Dans l'idée de Lucas de lier l'organique à la machine, Ben Burtt va souvent utiliser des bruits du vivant. Un éléphant pour le fameux chasseur-taille sera couplé avec une voiture filant à vive allure qui le rend très menaçant. Des vocalises et des sifflements mixés avec des bips électroniques pour humaniser R2-D2. Pour les vaisseaux, il utilise souvent des vieux moteurs d'avion qu'il ralentit ou accélère selon l'effet recherché ou qui mixent entre eux. Et parfois, le son accompagne même le récit. Ainsi, en concevant les sons pour les vaisseaux de l'Empire, Ben Burtt va utiliser des tonalités du fantastique, comme des hurlements ou des sons menaçants, montrant l'avancée technologique et la puissance quasi horrifique de l'armée de l'Empereur. Alors que pour les vaisseaux rebelles, on entend plus facilement des objets du quotidien ou des vieux moteurs d'avion cabossés pour montrer la relative fragilité de l'Alliance. Mais Ben Burtt doit encore découvrir le son qui accompagnera l'arme mythique des Jedi, le sabre laser. Le jeune homme pioche encore dans les illustrations de Ralph McQuarrie pour trouver l'inspiration. Il se souvient alors d'un son très particulier qu'il avait entendu lorsqu'il était étudiant dans son école de cinéma. Et tout particulièrement lorsqu'il officie en tant que projectionniste pour toute sa classe. En allumant le vieux projecteur, la machine lâchait un « très caractéristique. Mais cela ne suffit pas pour le jeune créateur du son. Alors qu'il déambule dans son studio à la recherche d'un nouveau son, Ben Burtt passe accidentellement son micro à l'arrière d'une télévision cathodique, captant un buzz très intéressant. En mixant les deux éléments, il réussit à trouver ce qu'il cherche. Pourtant, reste le problème du mouvement du sabre. Pour cela, Burtt va diffuser le son dans une enceinte et grâce à un long micro, copier les mouvements qu'il voit à l'écran. Le sabre laser est né. Mais ce n'est pas tout. Pour différencier chaque sabre, ce génial créateur va accorder une tonalité à chaque arme. Le sabre laser d'Obi-Wan sonne par exemple comme un Do, alors que l'arme de Dark Vador prend une note mineure. Lorsque les deux sont allumés ensemble, il se joue alors une désharmonie qui, via ce procédé, accentue encore plus la lutte des deux combattants aux idéologies inversées, la lutte entre le bien et le mal, entre Jedi et Sith. En un an, Ben Burtt créera plus d'une centaine de sons pour Star Wars et se forgera une réputation légendaire. George Lucas est alors ravi par l'inventivité du jeune homme qui lui confie alors le mixage sonore final. Reste le problème de la musique qui accompagnera le film. Car si toutes les trouvailles de Ben Burtt sont innovantes, sans musique, Star Wars perd bien sûr son côté space opera. Tout comme avec le son, Lucas ne veut pas d'une musique électronique, qui est à la mode pour les films de science-fiction de l'époque, qui donne ce côté irréel hors du temps. Lucas souhaite d'ailleurs s'inspirer de 2001 l'Odyssée de l'espace en reprenant des compositeurs classiques. Sur les premiers montages de Star Wars, on pouvait d'ailleurs entendre par exemple le Boléro de Ravel ou encore le Sacre de printemps de Stravinsky. C'est plus tard que Lucas comprend qu'il a besoin de sa propre musique pour donner plus d'impact à l'histoire. Il lui faut donc un compositeur d'excellence et il va le trouver en John Williams. C'est son ami Steven Spielberg qui lui conseille de l'engager, lui qui a su merveilleusement retranscrire l'horreur et la menace sous-marine dans son film Les Dents de la Mer. John Williams visionne le premier montage et décide très vite de s'inspirer des musiques classiques qu'il entend. Il apporte son grain de sel et sous les conseils de Lucas, va même composer des thèmes en rapport avec les protagonistes.
Une idée inspirée des œuvres de Richard Wagner qui permet d'accompagner le récit et les évolutions des personnages. La soudaine envie de voyage de Luke est le début d'une aventure. Ou la quête d'un homme pour dominer la galaxie par la force. La seule inconnue reste la scène du bar qui doit bien retranscrire l'étrangeté de la scène. John Williams demande conseil alors à Lucas qui lui dira ceci. Non mais imagine plusieurs créatures dans un siècle futur qui retrouvent dans une capsule temporelle ou sous un rocher, on sait pas, des musiques de groupes de swing des années 30. Ils feraient comment pour les comprendre et les mettre à leur sauce? Effet jazzy garanti. George Lucas a enfin la qualité sonore qu'il voulait, mais il voudrait la rendre plus impactante. Mais la quasi-totalité des cinémas aux États-Unis fournissent seulement un son mono, qui provient donc d'une seule source, ne différenciant pas les sons qui viennent de gauche, de droite ou même de derrière. De son envie va naître l'une des plus fortes innovations du cinéma depuis l'arrivée du son et de la couleur. Car George Lucas souhaite que Star Wars acquiert une dimension spatiale pour immerger le spectateur dans son tout nouvel univers. Au tout début, le réalisateur souhaite ainsi utiliser le système Sound Surround, inventé spécialement pour un film, Earthquake, en 1974. En utilisant des gros amplis à basse fréquence, le système permettait de faire ressentir un tremblement de terre très léger, de là à créer la panique lors d'une projection dans la salle voisine. Lucas souhaite le même impact. Pourtant, le studio Universal, propriétaire de la technologie, demande une somme exorbitante. Mais un homme promet alors à Lucas de faire mieux. Steve Quartz travaille alors pour une petite entreprise du nom de Dolby qui équipe seulement 30 cinémas sur le territoire américain. Son idée, avoir 6 sources différentes d'émission du son pour une retranscription presque naturelle englobant le spectateur collé à son siège. C'est la naissance du son 5.1. Pour Lucas, c'est le jackpot. Pourtant, le système coûte cher et déjà peu de cinémas acceptent finalement de diffuser ce projet fou. Une réunion à la Fox, le distributeur du film, va clore le débat. Si les cinémas souhaitent diffuser Star Wars en 70 mm au lieu du 35 beaucoup plus courant, ils seront dans l'obligation d'investir dans cette technologie de Dolby Stereo. Un choix risqué qui aurait pu coûter la peau de ce nouvel univers. Le jour de la sortie, sur 40 cinémas, seulement 3 diffusent la version 70 mm avec le son Dolby. Pourtant, George Lucas est confiant. Lors de l'avant-première, une ovation de plus de 10 minutes conclut le film. Chez Dolby, le téléphone sonne en continu. Tout le monde demande dans quel cinéma peuvent-ils voir Star Wars en 70 mm avec ce nouveau son révolutionnaire. En quelques jours, le nombre de salles possédant cette technologie passera de 30 à plus de 1000. George Lucas a réussi son pari, celui de révolutionner l'industrie cinématographique et par ricochet l'approche du son, de sa conception à sa délivrance.